Parfois, une histoire d'amour, c'est juste un gros malentendu et du coup, ça ne dure pas dans le temps. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Pop Culture et Psycho, je continue de vous parler de relations au sens psychanalytique du terme via un film comme support. Et le film qu'on va analyser ensemble aujourd'hui, c'est 15 Days of Summer. Je garde le titre en anglais aujourd'hui parce qu'en français, et ça a été traduit par 500 jours ensemble. Mais du coup, on perd le jeu de mots qui est quand même très présent dans le film, que je vous explique. Summer, ça veut dire été, comme la saison, mais c'est aussi le prénom de la jeune fille dont le personnage principal est amoureux. C'est donc, un titre qui peut avoir 2 traductions, 500 jours d'été ou 500 jours de summer. La traduction française a donc pris un autre cap, mais on perd un petit peu de la substance. On va conserver le titre original pour une fois pour rester dans la vibe. Un film donc de 2006. Si je vous le propose, c'est parce qu'il a beaucoup de similitudes avec Amélie Poulain et avec Quand Harry rencontre Sally. Des similitudes en termes d'esthétique, donc l'esthétique générale, la colorimétrie, le rythme, les interludes qui ponctuent le film du début à la fin. Donc on va dire au niveau de la forme, il y a beaucoup de similitudes et sur le fond, on est sur le même sujet de départ, c'est-à-dire l'amour, la rencontre. Par contre, le point de vue est totalement différent et c'est bien pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Vous le savez, j'adore la culture populaire parce que ça nous permet vraiment de creuser encore et toujours quand on est curieux des sciences humaines de manière générale et de la psychologie humaine de manière plus particulière. Donc, 15 Days of Summer, c'est un film qui est souvent présenté comme une histoire d'amour qui finit mal, même si ce n'est pas un drame. D'ailleurs, le film commence, très, très vite par la voix off qui nous le dit, «This is not a love story», ceci n'est pas une histoire d'amour. Mais vous le voyez peut-être venir si vous avez déjà vu le film, en fait, ce n'est pas une histoire d'amour tout court, parce que ça ne parle pas d'une histoire d'amour. Ça ne parle pas d'une histoire d'amour qui finit mal, ça ne parle pas d'une rencontre qui aurait pu se terminer en love story. Non, tout simplement, ça ne parle pas d'une histoire d'amour, ça parle d'un malentendu structurel. On a 2 personnes qui se rencontrent, mais qui ne sont pas au même endroit psychique et donc ça ne fait pas relation. La question qu'on aborde ces derniers temps avec cette petite série de vidéos, c'est: qu'est-ce qui fait qu'une relation ne devient pas une rencontre? Dans les analyses précédentes, donc je vous ai parlé d'une situation où là, il y avait un évitement de toute relation qui finit par déboucher sur une rencontre. Là, c'est Amélie Poulain. Je vous ai parlé d'une situation où il y a des mécanismes défensifs dans la relation qui, peu à peu, permettent la rencontre. Et là, on est dans une troisième situation, il y a relation, mais il y a pas de rencontre. On va donc parler des 2 personnages. Le personnage principal, celui qui parle de lui-même pendant tout le film, c'est Tom, qui est joué par le très chouette acteur, réalisateur, chanteur et je ne sais pas quoi d'autre, Joseph Gordon-Levitt. Et le personnage de Summer est joué par Zooey Deschanel, qui elle aussi est multicorde, elle est actrice, réalisatrice, chanteuse, compositrice. Bref, on a affaire à 2 pointures qui sont extrêmement précis dans ces rôles, qui sont très, très en retenue et ils ne sont pas du tout caricaturaux, ce qui fait qu'effectivement, c'est un film qui a beaucoup remué. Donc on va partir tout d'abord sur le personnage de Tom. Tom, il est pris dans son fantasme amoureux, il aime Summer et très vite le film montre quand même que la question se pose: est-ce qu'il aime Summer ou est-ce qu'il aime ce que Summer représente pour lui? En fait, dès le début du film, Tom arrive, il se montre un peu malheureux de sa vie quotidienne, et il explique que depuis tout petit, il attend sa grande histoire d'amour, il attend sa princesse charmante. Quand il voit Summer, avant même d'avoir échangé la moindre discussion avec elle, il a le coup de foudre. Donc en fait, il projette. Il projette sur elle une image de la bonne personne, celle qui va donner du sens à mon existence, celle qui va, me consoler, me réparer de tout ce qui m'est arrivé dans la vie. D'un point de vue freudien, on parle d'idéalisation de l'objet. Freud nous parle aussi de l'investissement narcissique, en fait, qu'il fait de l'objet. En l'occurrence, l'objet n'est pas un objet matériel, c'est la personne de Summer. Et en fait, il ne reconnaît pas vraiment l'altérité de l'autre. Summer est un support de projection. Ça, c'est un sujet d'ailleurs dont Lacan nous a parlé, le fait que le fantasme, va organiser la relation du sujet à l'autre. Là, clairement, Tom,
Il est structuré par un fantasme qui est très, romantique, au sens, romantisé. Il cherche l'âme sœur, il croit au destin, il pense que le lien est tout à fait évident et que ça suffit pour que ce soit un lien solide. Ce n'est pas ou plutôt ce n'est pas que un détail culturel, bien sûr que ce sont des apprentissages culturels, mais en l'occurrence chez Tom, c'est une structure psychique. Pourquoi est-ce que, il s'est créé cette structure psychique depuis sa petite enfance? C'est sans doute pour éviter l'incertitude, c'est sans doute pour donner du sens et de la cohérence au monde extérieur et c'est sans doute pour ne pas affronter le manque. Parce que comme on l'a vu dans la précédente vidéo, pour Lacan, le manque est inhérent à toute humanité et l'amour ne remplit jamais, ne comble pas le manque, il l'enrobe. Donc ce qu'on peut dire, c'est que Tom ne rencontre pas vraiment Summer, il l'a fait entrer dans son scénario comme si c'était lui le personnage principal du jeu et un personnage secondaire vient combler ses attentes en termes de sécurité, d'incertitude, de besoin d'amour. Or Summer, avant même qu'ils sortent ensemble, quand ils ont une relation qui commence un petit peu amicalement, elle le dit très clairement: «Je ne veux pas de relation. Je ne veux pas être en couple». Et ça, Tom l'entend, mais ne l'intègre pas du tout. Il est dans le déni. Hem, Si on reprend le terme de Mélanie Klein, on va dire qu'il est dans le clivage du moi. En gros, il cherche à maintenir 2 réalités contradictoires. D'un côté, il garde ce qu'il veut croire et de l'autre côté, il écarte tout ce qui va à l'encontre de son fantasme. Il a une ouïe sélective, si vous préférez, il ne choisit d'écouter que ce qui le conforte lui et le rassure. Clairement, puisqu'on parle du fait d'être rassuré, je fais un petit détour avec John Bowlby. Si on parle en termes d'attachement, Tom, il est clairement dans des traits d'attachement anxieux. Il a besoin d'être rassuré. Il est dans l'hyper-investissement amoureux. Il a une grande difficulté à supporter la distance, ne serait-ce que distance émotionnelle. Dès qu'il la sent un petit peu distante, il est dans tous ses états. Bref, il n'a pas de sécurité interne et c'est l'autre qui devient le garant de sa sécurité interne. Vous vous doutez bien que ça ne peut pas bien finir. D'ailleurs, il y a une scène que je trouve bien pensée, bien vue dans ce film, c'est la scène où on voit, la réalité, l'écran est découpé en 2. D'un côté, on voit la réalité des faits, de l'autre côté, on voit le fantasme, ce qu'il avait imaginé, ce qui allait se passer. Et cette scène, elle est assez remarquable d'ailleurs parce qu'elle montre vraiment que le fantasme, c'est une production active. C'est pas une illusion passive, c'est vraiment une construction psychique. Et le sujet, enfin la vous savez que sujet en psychanalyse, ça veut dire, l'individu, la personne, en l'occurrence Tom, c'est lui qui organise son illusion, qui organise son décalage avec le réel. Finalement, il n'y a pas de grande différence, quand on voit les 2 scènes entre, ce qui se passe réellement et ce que Tom avait imaginé pour les autres personnages secondaires. C'est simplement sa manière de percevoir les choses qui font qu'il y a un grand décalage entre, le fantasme, la réalité et donc ça crée de la déception, voire de la frustration. On va parler du personnage de Summer que je trouve extrêmement intéressant. Quand j'ai vu ce film, donc 2009, ça date un peu, c'était oui, il y a 17 ans. Je me souviens que j'avais gardé un souvenir hem, très ambivalent de Summer. Je l'avais trouvé très dur, je l'avais trouvé injuste. C'est vraiment en le revoyant aujourd'hui avec un œil neuf que je la trouve en fait, d'un point de vue clinique, cohérente. Clairement, elle dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit, ce qui ne l'empêche pas d'être humaine. Si là aussi je reprends la grille de Bowlby, en termes d'attachement, elle est dans un attachement évitant. Elle valorise énormément l'autonomie, la sienne et celle des autres. Elle minimise beaucoup les affects, ce qui ne l'empêche pas d'en avoir, mais elle minimise, les émotions, les affects et leurs impacts et elle maintient de la distance dans tout ce qui est, relation, lien à l'autre. Le lien à l'autre est tolérable tant qu'il ne l'engage pas, tant qu'il n'y a pas d'obligation. Dans ce cas-là, elle se sent enfermée, elle se sent privée de liberté et elle préfère, avoir un mouvement de recul très très violent et très difficile à supporter pour les gens autour d'elle.
Je trouve que c'est un personnage extrêmement intéressant parce que là, c'est clairement un système de désinvestissement défensif. Désinvestissement, c'est un terme freudien. Hem, Ça me fait aussi penser en fait à du André Green qui nous parle du complexe de la mère morte. Alors, c'est un concept un peu touchy, parce que si on se contente de lire le terme complexe de la mère morte, on peut beaucoup imaginer de choses. En réalité, ça parle du transfert qui se fait dans la relation entre un enfant et sa mère. On peut se demander quand même ce qui s'est passé pour elle dans son enfance, pour qu'elle soit si peu investie émotionnellement dans ses relations aux autres. Non pas parce qu'elle manque d'affect, mais parce qu'elle veut éviter la perte. Voilà. Le fait de ne pas s'investir, ça lui permet d'éviter la perte. On rejoint un peu ici la posture de Harry dans Quand Harry rencontre Sally. Harry qui a une posture assez cynique, qui affiche très officiellement une vision pessimiste de la vie, ça lui permet de pas être trop touché si effectivement la relation se termine mal. On a un peu le même type de réaction dans le comportement de Summer. Sauf qu'elle, elle investit beaucoup plus la relation amoureuse, au sens commun du terme avec Tom, hem, parce que dès le départ, elle a dit qu'elle ne voulait pas de ce couple. Elle ne veut pas les étiquettes, elle ne veut pas rentrer dans une définition précise, elle refuse les cadres du couple. Et ça aussi, c'est très intéressant comme posture. Déjà parce que si on reprend Lacan, le symbolique structure le lien. Pour Lacan, le vocabulaire, les mots sont extrêmement importants. S'il n'y a pas de terme, alors tout est flou. Ici, pour Summer, c'est quand même une période juste post-MeToo, hein. MeToo, est sorti 3 ans auparavant, donc j'imagine que le film a été écrit à peu près à cette période. On est vraiment sur le tout début et on voit que le personnage de Summer, est l'image même de la structure classique du couple qui vole en éclats. Alors bien sûr, il y a d'autres formes qui ont émergé, hein, après MeToo. C'était déjà le cas avant, mais dans cette période-là, il y a quand même eu, une explosion, mais rien pour, proposer rien d'autre à proposer de manière définie à côté. Les différentes formes de couple, encore aujourd'hui, peuvent rester floues, non définies, sans cadre, et s'il y a pas de cadre, alors c'est psychiquement dangereux. Parce que pour Lacan, sans inscription, ce qu'il appelle de l'inscription symbolique, s'il n'y a pas comment dire? Si le vocabulaire, le symbole n'est pas clair et connu, alors on ne peut pas reconnaître le lien, alors il n'y a pas de cadre partagé et la relation reste donc flottante. C'est un concept un peu complexe. Je sais que j'essaye toujours de vous simplifier les choses, au possible pour que les néophytes puissent, avoir accès à la psychanalyse. Ceci dit là, je vais pas rentrer en détail dans ce genre de sujet parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais je précise quand même que quand je parle de reconnaissance du lien, il ne s'agit pas de reconnaissance du lien spécialement par toute la société ou par, une reconnaissance culturelle. Il s'agit de la reconnaissance par les 2 individus concernés, parce que dans un lien, il y a au moins 2 personnes. Là, en l'occurrence, Summer répète qu'ils ne sont pas en couple et en face, Tom s'énerve et bataille pour lui faire reconnaître que si, si, on est un couple, on a fait ci, on a fait ça, tu vois bien qu'on est un couple. Or, c'est inutile d'argumenter. Si elle, elle ne conçoit pas le fait d'être en couple, elle ne se reconnaît pas en couple avec lui, alors le couple tel que Tom le conçoit n'existe pas. Point. Et c'est cette ambivalence-là et ce mélange de souplesse et de rigidité qui rend Summer hyper intéressante comme personnage. On voit bien qu'elle n'est pas caricaturale, et on voit bien qu'elle a une capacité à évoluer. D'ailleurs, élément essentiel, je spoil la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu, Summer finit par se marier avec quelqu'un d'autre, assez rapidement, après avoir, quitté Tom. Donc en fait, elle est pas dans l'incapacité d'aimer, c'est juste que son désir ne s'est pas fixé sur Tom. Voilà. Donc finalement, ça rejoint une idée, fondamentale et basique, hein, mais le désir n'est pas symétrique, point, et la rencontre ne se décrète pas, point. Ce que je trouve assez frappant dans ce film, c'est que,
Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a créé pas mal d'émotions à sa sortie. Il y a eu beaucoup de réactions d'incompréhension, en fait, de la part des spectateurs. Hem, c'est pas que Tom et Summer seraient incompatibles, parce qu'en fait, ils ont plein de points communs. Il y a plein de choses qui les meuvent, ensemble dans la même direction. C'est juste qu'ils ne sont pas au même endroit psychique. Tom, il est dans l'excès d'imaginaire, hein, il est dans le fantasme, dans l'idéalisation. Quant à Summer, elle est dans le retrait du lien. Elle veut pas s'inscrire, elle pose de la distance. Donc en fait, il y en a un qui projette et l'autre qui ne s'inscrit pas. Résultat, il y a pas d'espace commun. Quand on a des défenses et du fantasme, il y a pas de rencontre. Ici, personne ne bouge assez au bon moment pour vraiment rencontrer l'autre. Hem, ce qu'on peut dire aussi dans le comportement et la succession d'événements pour Tom, on voit qu'il se répète, hein. C'est-à-dire que non seulement il y a eu cette première grosse déception. En fait, il y a une succession de déceptions petites ou fortes. Au départ, il voit Summer, tout de suite, il a le coup de foudre, puis ses copains lui disent que c'est qu'une allumeuse, du coup, il essaye de mettre de la distance et de plus y penser. Puis en fait, il se rend compte qu'elle est sympa et hop, tout de suite, son cœur d'artichaut fond. Et puis, elle lui dit qu'elle veut pas être en couple. Hop, on voit qu'il redescend tout de suite dans une situation un petit peu de victime qui se lamente sur son sort. Puis hop, ils sortent ensemble. Puis elle lui explique que non, ils sont pas en couple. Puis il y a des disputes. Bref, il y a des hauts et des bas permanents pour lui. Et pourtant, il répète. C'est-à-dire que même quand ils se revoient après leur rupture, quelques mois ou peut-être un an ou deux, je ne sais plus le timing, mais pas 20 ans. Peut-être un an après leur rupture, ils se revoient et immédiatement, ils replongent. Elle me parle, elle me sourit, elle veut discuter avec moi, c'est donc elle m'aime toujours et qu'on est capable de recommencer notre vie et peut-être que cette fois-ci, ça se terminera bien. Répétition, toujours la même illusion, toujours le même effondrement après, c'est une compulsion de répétition au sens freudien du terme. Mais enfin, comme Tom, lui, répète encore et toujours, tout comme il répète encore et toujours il voudrait bien faire quelque chose de sa vie et que son boulot, ne l'épanouit pas, mais il ne bouge pas. Tout comme, il a une relation quand même très c'est un point qu'on aurait pu aborder, mais je pense que c'est assez secondaire. Il a une petite sœur, qui prend des risques pour lui, qui se comporte comme sa psy, qui est là simplement pour lui remonter le moral, lui dire les choses en face avec gentillesse et l'encourager à avancer. Mais finalement, il revient toujours vers cette petite sœur, même, jusqu'à aller la chercher ou à l'appeler à l'aide quand il se sent mal. Bref, il répète encore et toujours. Ce qui va faire évoluer les choses, c'est parce que Summer, elle avance. Elle va s'inscrire ailleurs. Elle va rencontrer quelqu'un et se projeter dans une histoire d'amour et accepter, la demande, en mariage et elle évolue. Et c'est seulement après ça, parce qu'il a eu le cœur brisé, que Tom va dire: «Tiens, je vais réévaluer mon histoire. Tiens, je vais, m'enlever cette illusion, cette idéalisation» et finalement, il retrouve à ce moment-là seulement une capacité à se projeter dans le réel. En fait, c'est vraiment assez similaire à un processus de deuil. Il va sortir de sa position narcissique et il va aller vers ce que, Mélanie Klein appelle une ouverture objectale. Ce que ce film nous montre, bon, vous vous en doutez, l'amour ne suffit pas. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on est heureux. Désirer quelqu'un ne veut pas dire qu'on va être désiré par cette personne. Et puis, ce que je trouve intéressant par rapport au film précédent que j'ai pu vous montrer, c'est que dans cette situation-là, le fantasme peut aussi empêcher la rencontre. On l'a vu que l'évitement, ça peut empêcher la rencontre, mais le fantasme aussi, c'est quelque chose qui empêche de se confronter vraiment au réel et donc de créer un espace de vulnérabilité qui va permettre la rencontre. D'un point de vue pour vous donner un exemple concret, en thérapie, c'est ce genre de phrase qui va ressortir du coup c'est face à quelqu'un qui va me dire, «Oui, mais c'était évident entre nous, je pensais qu'on vivait la même chose, c'était si simple, tout allait bien et d'un seul coup plus rien n'allait, je ne comprends pas ce qui s'est passé». Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un fantasme d'un côté qui a rencontré un évitement de l'autre, mais finalement il n'y a pas 2 sujets qui se sont rencontrés.
Donc, ce que je voulais vous montrer avec l'exemple de ce troisième film, c'est que on ne peut pas rencontrer l'autre quand on le fait rentrer dans notre histoire. Parce qu'on parlait de vulnérabilité, dans les analyses de films précédentes. C'est ça, rencontrer l'autre, c'est accepter que l'autre ne soit pas, heu, celui qu'on avait imaginé, que sa personnalité, ses actions, ses pensées ne correspondent pas à ce qu'on s'était d'abord imaginé au premier abord, et c'est normal de se faire une idée au premier abord, sans vraiment connaître le fond. Il faut aussi accepter que l'autre ne réponde pas à nos besoins, il répond pas à nos attentes, il répond pas à nos fantasmes, il est pas là pour ça de toute manière, et l'autre ne réparera pas nos blessures, il ne comblera pas notre manque structurel. En gros, pour rencontrer l'autre, il faut accepter le manque. Et ça, c'est vraiment une question qui est assez fondamentale en psychanalyse et de manière détournée en thérapie aussi. Parce que si l'amour ne va pas combler le manque, à quoi ça sert l'amour? C'est une question qu'on verra dans la prochaine vidéo. Ce ne sera pas une vidéo pop culture et psycho, ce sera une vidéo histoire de psy. Et d'ailleurs, je prévois de vous faire encore quelques petites vidéos qui seraient en lien avec cette analyse, et les analyses précédentes. Donc une vidéo sur l'amour, mais aussi une vidéo pour expliquer pourquoi les attachements anxieux et évitants vont si souvent ensemble, et souvent ça se termine très mal d'ailleurs. Donc attachement anxieux, attachement évitant s'attirent l'un l'autre, mais c'est vraiment pas pour le meilleur. Et puis, je pense que je vais vous faire quand même une petite vidéo pop culture et psycho pour comparer. Voilà, pour comparer les derniers films, tournés sur la relation et l'amour que je vous ai présentés ces dernières semaines. Donc, il y a eu Amélie Poulain, il y a eu Love Actually, mais Love Actually, je le mets un petit peu de côté parce que il y a tellement d'histoires imbriquées que c'était plus pour moi une manière de vous présenter un panel de manières d'être ou non en relation. Mais donc ça, je le mets de côté un petit peu comme un panel, un exemple. On n'est pas vraiment rentré dans le détail, en analysant ce film. On s'est contenté de pointer du doigt les différentes, modalités relationnelles ou non. Donc il y a eu Amélie Poulain, Quand Harry rencontre Sally et maintenant 15 Days of Summer. Le point commun, c'est 3 films qui parlent d'amour, qui parlent d'imaginaire aussi, très présent l'imaginaire de différentes manières, qui parlent de rencontres bien sûr, mais à chaque fois sous un angle différent. C'est pour ça que je vous propose qu'on compare tout ça pour faire un résumé de tout ce que je vous ai dit au cours de ces 3 vidéos dans une petite vidéo ludique. Donc on a du pain sur la planche. Vous le savez, c'est toujours quand même un grand plaisir pour moi de faire ces études et de faire ces analyses, et je vous remercie très sincèrement pour tous vos retours, pour tous vos encouragements, pour vos questions, pour simplement vos commentaires d'encouragement qui me font très chaud au cœur. On se retrouve très vite. Vous pouvez retrouver toutes mes analyses par écrit sur mon blog et puis sinon en vidéo sur tous les réseaux sociaux que j'ai: Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.